La mer Noire, arme tranquille de la guerre en Ukraine. Depuis la fin de l'Union soviétique en 1991, les littoraux de la mer Noire sont la cible d'une grande recomposition des territoires et la guerre en Ukraine en traduit les dimensions d'inachèvement. Privée des rivages pontiques occidentaux de l'Union soviétique, la Russie s'est engagée à réorienter ses flux commerciaux majeurs de matières premières et d'énergie le long des 400 km de côte du kraï de Krasnodar. Ce littoral bordé de falaises est bien moins favorable aux investissements portuaires que les côtes situées entre le Don et le Dniestre, mais il est devenu le front maritime le plus actif de la mer Noire, jusqu'à devenir une pièce maîtresse dans la stratégie de projection de puissance de la Fédération de Russie post-soviétique. Il y a fort à parier que la stratégie menée par la Russie de focaliser ses assauts militaires le long de la mer d'Azov, de conforter sa puissance militaire dans les alentours de la Crimée et de connecter probablement cette péninsule à la Transnistrie, un territoire séparatiste moldave proche d'Odessa, fait partie d'une vision plus large de reprise d'intérêt géostratégique et donc de croissance économique et de stabilité pour la Russie de demain. Quand l'histoire reprend ses droits. La volonté de contrôle des rivages de la mer Noire par la Russie s'inscrit dans la stratégie des tsars initiée par Pierre le Grand et poursuivie par l'impératrice Catherine au cours du XVIIIe siècle. Ce grand lac turc, depuis la prise de Constantinople en 1453, la mer Noire est un espace de confrontation entre les Russes et les Ottomans. L'ambitieux projet grec de Potemkine consiste à consolider la présence russe sur les rives pontiques en fondant un réseau de villes nouvelles près des sites des anciens comptoirs grecs ou génois, Odessa, Sébastopol, Mariupol, etc. Il ordonne de coloniser de vastes domaines de steppes herbeuses de cette nouvelle Russie en implantant durablement une population sédentaire et multiethnique composée de Russes et d'Ukrainiens, mais aussi d'Allemands, de Grecs et d'Israélites. Le but recherché est de substituer progressivement les populations nomades turques ou tatares en les remplaçant via la démographie par ces nouvelles implantations hétéroclites. La conquête de Tsargrad, nom donné à la ville de Constantinople, outre sa valeur symbolique pour les souverains de cette troisième Rome, offrirait un accès direct à la mer Méditerranée. La Grande-Bretagne, hégémonique en Méditerranée, ne tarde cependant pas à contenir l'avancée russe vers le sud en limitant drastiquement l'accès au détroit lors de la conférence de Londres en 1841. La guerre de Crimée éclate en 1853 entre une Grande-Bretagne soutenue par une coalition européenne soutenue par la France et l'Empire russe, en cherchant à enfermer la Russie dans l'espace pontique situé à l'orient de la mer Noire. Le Caucase est alors une solution de repli pour les Russes et les populations turciques se retirent massivement de ces territoires investis par la puissance impériale. Lors de ces événements, on peut évoquer un probable génocide à l'encontre des populations tcherkesses en 1817 et en 1864. Selon l'idéologie du géographe russe Tian Chansky, c'est en disposant de larges baies océaniques et civilisatrices que la Russie peut projeter sa puissance dans le monde. Elle doit également maîtriser les isthmes qui relient les différentes ouvertures maritimes de ce grand pays foncièrement continental, de la Baltique à la mer Noire et de la mer Blanche à la mer Caspienne. À partir de ces informations, le projet de Poutine est plus clair. Il souhaite relier l'enclave de Kaliningrad au grand port de Sébastopol, situé en Crimée, ou encore à Tiraspol, en Transnistrie, une enclave russophone située au cœur de la guerre en Ukraine, dans un étau avec la Moldavie, qui est de langue latine. L'énergie, enjeu stratégique de la mer Noire. Les flux de transport d'hydrocarbures et d'énergie fossile font l'objet d'une intense rivalité depuis 2 décennies entre Europe de l'Ouest, Turquie, Russie et autres pays d'Asie centrale. Le cœur de ces contentieux se déroule en mer Noire, concurrence directe entre espaces eurasiatiques, producteurs de ces énergies et consommateurs finaux. Rosneft, géant public russe, a investi massivement du Caucase au bassin de la Caspienne. Le Caspian Consortium Pipeline, entreprise russe, kazakh et occidentale, conduit le pétrole brut de la Caspienne à la côte russe de la mer du Nord depuis 1992 et son débit s'est récemment amélioré avec la mise en connexion de l'important gisement de Kashagan situé au Kazakhstan. Les gazoducs les plus importants pour le marché européen, Blue Stream, Turk Stream, Transbalkan et Krasnodar-Crimée, transitent directement par la mer Noire ou l'Ukraine. Les principaux oléoducs russes acheminent le pétrole sibérien et caspien vers Novorossiysk et Tuapse, près de Sotchi, avant d'être exportés par navire à travers la mer Noire pour passer en Méditerranée afin de livrer les ports occidentaux. L'agriculture de la mer Noire.
Véritable grenier alimentaire, la façade pontique s'impose comme un levier indispensable de la diplomatie du blé mise en œuvre par la Russie. Modelé par la colonisation cosaque au XIXe siècle, le Kouban dispose de sols très fertiles qui permettent d'importantes cultures de céréales comme le maïs, le blé ou l'orge, mais également de tournesol et de betteraves sucrières, d'indispensables produits agroalimentaires pour le marché mondial. Ses principaux clients sont l'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran mais aussi l'Algérie ou encore le Vietnam ou le Bangladesh. Notons que l'Égypte est actuellement en proie à une crise alimentaire ainsi que la Turquie qui subit en bonus l'inflation constante de sa monnaie. La façade maritime russe sur la mer Noire fait transiter les exportations en direction du grand bassin de la Volga et de la Sibérie occidentale. À Krasnodar et Rostov-sur-le-Don, des complexes agro-industriels ont émergé grâce à une classe d'entrepreneurs pionniers, comme Sergueï Galitsky à la tête de Magnit, le plus grand réseau russe de supermarchés, ou encore Alexandre Tkatchev, ancien gouverneur de Krasnodar, ministre de l'Agriculture de la Fédération de Russie de 2015 à 2018 et actuel détenteur d'une entreprise de transformation de viande, Agrocomplex. Il possède également le domaine viticole du château de Talu, situé près de la station balnéaire de Gelendzhik, une sorte de Cannes à la mode russe, et dirigé par un œnologue français. Ce type d'entreprise à forte valeur ajoutée démontre une volonté affirmée de développer ces secteurs de prestige dans ce qui est considéré comme la Russian Riviera. Le tourisme, vecteur de richesse. La côte de Krasnodar est devenue une véritable vitrine du soft power russe. Jeux olympiques de Sotchi en 2014, rencontres diplomatiques comme le sommet Afrique-Russie en 2019, ce littoral est également une destination estivale de longue date prisée par les Russes. L'autoroute M4 Don, véritable autoroute du soleil, transporte chaque année des millions de Russes en quête de soleil et de baignade. Depuis 2018 et l'inauguration du pont de Crimée, elle relie par le Kouban les stations réputées de cette péninsule. Les Russes, habitués à un climat continental rude, ont une réelle préférence pour le climat pontique, qu'ils jugent même comme améliorant leur qualité de vie. Les soldes migratoires internes y sont parmi les plus élevés de Russie selon les chiffres de Goskomstat, après Kaliningrad, la Crimée et la ville des Tsars, Saint-Pétersbourg. Conclusion. Les conséquences de cette décision radicale de guerre contre l'Ukraine sur la façade maritime russe de la mer Noire sont à ce jour difficiles à prédire. La recomposition du littoral de la mer Noire, qu'il soit russe ou ukrainien, aura lieu et il ira soit dans un sens d'une fracturation encore plus radicale et centrifuge des parties orientales et occidentales pontiques, soit vers un rétablissement des anciennes complémentarités historiques, mais à quel prix ? Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci également pour votre soutien à la chaîne via Clippy dont vous trouverez le lien dans la description. Nous essayons toujours de vous donner un point de vue géopolitique différent marqué par l'histoire et la géopolitique française. En attendant l'épisode suivant, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce sujet dans les commentaires. À la prochaine!